Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière série. La fatigue est à son paroxysme. Nous sommes fatigués. Des fous rires de 2 minutes au moment du petit moment où j'appuie sur le bouton démarrer sont peut-être arrivés. Peut-être ont-ils été coupés au montage. Peut-être pourra-t-on les trouver sur Twitter si on vous fait un best-of un jour. Probablement. Je suis toujours avec Madiane et Constant. Constant, on en est à la 5e preview. Là, on commence à fatiguer, soyons honnêtes. Ah ouais, là ça commence à tousser là. En plus, bon, on finit sur la série qui est pas la série la plus équilibrée de toutes. Je vais être obligé de parler de l'équipe qui a sorti le Thunder. En plus, il y a de ça une dizaine d'heures, donc vraiment c'est là c'est le quali jusqu'à l'Eli. Madiane, tu en es qu'à ta 3e, mais effectivement, tu as pas eu les plus sexy, tu as pas eu les plus équilibrés, en fait, quand on observe bien. Oh oui, non, j'ai eu aucune série équilibrée, mais bon, c'est pas grave, ça me permet de me remettre en jambes avant de pouvoir regarder les premiers matchs de play-off ce soir. Cool. Effectivement, parce qu'on enregistre. Encore une fois, remercier la NBA parce que t'as raison, Constant. Sur la fin, le petit point négatif du play-in, c'est que les dernières séries qu'on doit boucler très rapidement sont en plus les plus déséquilibrées de nature, parce que ce sont les 1-8. Donc, un peu compliqué. On va donc enchaîner, les gars. Avant de ça, bien sûr, avant de présenter la série, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, de nous suivre sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à laisser des notes, surtout sur Apple Podcast. On a eu un petit ralentissement au niveau des notes, mais n'hésitez pas à nous en laisser aussi sur Spotify. La team Spotify est très très active, j'ai remarqué, on a beaucoup de notes. Ou alors ce sont les mêmes gens qui notent plusieurs fois. Je crois pas que ce soit possible avec Spotify, donc en tout cas, on vous remercie. Nous, comme c'est le cas pour ces previews, on ne va pas marquer de pause et on va directement enchaîner, les gars, en parlant des Nuggets et des Timberwolves. Peut-être commençons par les Timberwolves, les gars, parce que je trouve que des deux saisons, c'est celle qui a peut-être le plus d'intérêt à ce qu'on la présente en premier, parce qu'il y a eu cet énorme trade pour Rudy Gobert pendant l'été. Allez, Madiane, t'as un peu parlé du trade en off. Comment ça s'est passé cette première saison rapidement suite au trade? Eh ben, pas incroyable, hein, honnêtement. Ils ont été bien en deçà de leurs attentes. Ils ont eu notamment Karl Anthony Towns qui a joué comme 29 matchs tout le long de la saison. Ils se sont débarrassés également de D'Angelo Russell qui, je pense, posait aussi des problèmes d'équilibre dans l'effectif défensivement. Ils ont fait du coup venir Mike Conley. Et depuis ce mouvement, ils ont pas encore trouvé, je trouve, leur point d'équilibre, même si de ma fenêtre, ça a l'air d'être mieux. Et ils sont du coup qualifiés pour du coup les playoffs en battant OKC hier, mais aussi après une défaite face aux Lakers où c'était un peu nul en fait sur le 4e quart-temps. Je sais pas comment décrire leur attaque sur le 4e quart-temps. Médiocre. C'était médiocre et ils se sont fait sortir, mais très justement parce que quand on sort ce genre de 4e quart-temps, on peut pas espérer remporter le match. Et du coup, c'est un peu à l'image de cette équipe où ils mettaient tout dedans dans les 3 premiers et on voit que c'est quelque chose de pas stable et on sent pas que c'est un effectif mature en tout cas au moment d'aborder ces playoffs, mais ils se sont qualifiés. Et je pense que l'honneur est quelque part sauf après avoir fait un trade pour Rudy Gobert qui tient quand même de l'accident industriel au vu des tendances actuelles de l'effectif parce que ça n'a pas permis de passer un step. 12 points inscrits face aux Lakers dans le dernier quart-temps. Très très poussif. Constant, quelque chose à dire sur les Wolves et aussi peut-être quelque chose à dire sur la saison des Nuggets qui a été... c'est assez difficile avec ces équipes qui sont telles que les Bucks, les Celtics ou les Nuggets. Peut-être il y a des petites péripéties dans la saison, mais globalement, ce sont des équipes qui ont été constantes plus ou moins tout au long de l'exercice, quoi. Oui, qui géraient leur effectif. Alors du côté des Wolves, j'aime bien ce qui a été dit du côté d'ESPN cette nuit, c'est que pour moi c'est l'équipe la plus imprévisible de la ligue. Tu ne sais pas quelle équipe tu vas jouer, enfin quelle Wolves tu vas jouer quand tu vas jouer les Wolves. Tu peux très bien jouer une équipe qui va être excellente comme une équipe qui peut faire n'importe quoi. Après il y a souvent le théorème des Wolves, c'est-à-dire on est bon pendant 3 quarts-temps. C'est pas forcément les 3 premiers, hein, mais on est bon pendant 3 quarts-temps, on s'écroule pendant un quart-temps. C'est souvent arrivé aux Wolves qui sont l'équipe qui ont perdu le plus de matchs en menant de 10 points au plus cette saison. Ils ont souvent lâché des gros leads.
Il y a la blessure de Jaden McDaniels et de Nasri que l'on évoquera peut-être après pour les match-ups. Du côté de Denver, oui, ils ont fait une saison. En fait, ils ont même pas eu à se forcer tant que ça pour être premier à l'Ouest, puisque finalement leur principale concurrence c'était en début de saison, c'était les Pels, puis ensuite les Grizzlies. Donc ils étaient assez confortablement installés à la première place de la conférence Ouest. Et ça a été surtout une saison, j'ai envie de dire, pas de réintroduction, j'ai pas le terme, mais de retrouver un petit peu les automatismes, puisqu'il y avait le retour de Jamal Murray, il y avait le retour de Michael Porter Jr., il y avait pas mal d'ajouts qui ont été faits parce que l'effectif a changé par rapport à l'an dernier. Donc voilà, c'était une saison de faire revenir tes joueurs majeurs qui étaient absents la saison passée, tout en créant des automatismes avec les petits nouveaux. Donc voilà, c'est une saison de Denver, oui, une saison de premier qui a pas eu beaucoup à se fouler pour terminer premier de sa conf. Eh bien les gars, ouvrons le chapitre, et je pense que de toutes les équipes qu'on a abordées, le chapitre fenêtre de titre des Nuggets, c'est peut-être le plus intéressant. Ah, je pense qu'on va être peut-être... Non, parce que les Vegas seraient d'accord avec nous si on regarde les cotes, mais on est tous d'accord pour dire que elle est ouverte avec un astérisque, cette fenêtre de titre. Et je pense que notamment, un des points qui va en témoigner le plus, c'est que, ok, tu es leader à l'Ouest, mais tu n'as l'avantage du terrain contre aucun des top 3 de l'Est. Rien que ça, c'est très significatif à mes yeux. C'est-à-dire que oui, tu es premier à l'Ouest, il n'y a pas de souci, et vraiment, il n'y a aucun souci, mais, et grand mais, t'as pas non plus en gagné près de 60 matchs, t'en es loin, tu en as 53, c'est pas non plus des scores faramineux, et c'est pas assez impressionnant pour être un favori. Après, moi je les mets dans un tiers un peu différent, c'est-à-dire que oui, ils peuvent gagner, mais notamment ce qui me fait penser qu'ils peuvent gagner, c'est qu'ils peuvent sortir de l'Ouest. Mais une fois que tu sors de l'Ouest, t'as toujours, pour moi, tu n'es pas favori contre les deux premiers de l'Est au moins. Et c'est ça qui me chiffonne un peu. Donc je les mets un peu comme les Sixers, comme les Warriors, où j'ai un petit doute. Et oui, sur un parcours qui se passe bien, tu peux sortir de l'Ouest, mais ce n'est pas mon favori à l'Ouest, et à partir de là, oui, vous diront, enfin, je pense que les finales de conf, c'est possible, mais c'est possible. Je leur garantis pas. Et à partir de là, même si j'arrive pas à leur garantir rien que ça, rien que les finales de conf, j'arrive pas à me dire qu'ils iront forcément. J'ai du mal à en faire un favori, à l'instar, du coup, notamment, des Celtics et des Bucks à l'Est. Ah, moi, pour le coup, s'ils vont en finale de conf, ils doivent sortir de l'Ouest, point barre. Parce que si tu vas en finale de conf, ça veut dire que tu sors probablement ton plus gros adversaire en demi-finale, que vont être les Suns. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Si tu sors les Suns et que tu perds en finale de conf, ça peut même être contre les Warriors, je m'en fiche. Si tu bats les Suns... pour moi, c'est le même tiers. Et c'est ça Ah oui, non, mais je dis pas qu'ils sont supérieurs aux Suns, mais je dis que si tu bats ces Suns, je pense même, si je fais un tiers, pour moi, les favoris pour sortir de l'Ouest, c'est Phoenix, parce que ça colle trop à une équipe faite pour les playoffs. Mais malgré tout, oui, la fenêtre de titre, pour moi, ils me font penser à deux équipes. Ils me font penser aux Celtics 2017, qui sont premiers de conf et qui se font démonter en finale de conf par les Cavs de LeBron. Ils me font penser au Jazz il y a 2 ans. C'est des équipes qui sont premières parce que ce sont de très bonnes équipes de saison régulière. Par contre, quand on arrive en play-off, on privilégie d'autres équipes. Même si on regarde les cotes de Vegas, les Nuggets ne sont pas les favoris pour sortir de la conférence Ouest. Et pour moi, c'est un peu leur fenêtre de titre. Alors, si tu vas en finale NBA, la fenêtre de titre, elle est ouverte. Mais si Denver va en finale NBA, je les vois pas gagner s'ils jouent contre Milwaukee ou s'ils jouent contre Boston. Pour moi, c'est un peu comme Philly. S'ils sont champions, ils vont avoir besoin d'une aide extérieure, à savoir une blessure chez un des contenders. Pour moi, c'est un peu les deux mêmes cas. Leur fenêtre de titre, elle est
elle est semi-ouverte parce que pour moi, il y a des points d'incertitude pour une équipe qui doit être contender, notamment leur défense. Quand je vois la défense de Denver, je me dis que c'est un point faible et que quand on regarde finalement les équipes qui sont contender, t'as aucune des équipes qui a ce point faible défensivement. Que dire après vous, les gars? Vous avez absolument tout dit. Il y a cette défense, t'as raison. Constant 17e au defensive rating sur la saison. On a tendance à dire qu'il faut être top 10 des deux. Alors c'est peut-être pas avec une saison régulière où il y a des blessures et où parfois il y a des joueurs, des équipes qui s'économisent, c'est peut-être plus la recette optimale, mais il faut avoir une défense élite. À un moment, ils n'ont pas une défense élite. Je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit. Moi, la manière dont je l'avais un peu expliqué à Madiane avant qu'on commence, c'est qu'en gros, si je tombe dans le coma et que je me réveille dans 3-4 mois, si on m'explique que les Suns, les Celtics ou les Bucks vont remporter le titre, je serais pas surpris. Si on m'explique que les Nuggets, les Warriors ou les Sixers ont gagné le titre, comme tu l'as dit, Madiane, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un très gros truc, parce que pour moi, c'est des équipes qui vont entamer 2 séries dans lesquelles elles seront pas favorites, en fait. S'il n'y a pas de gros accidents industriels à droite ou à gauche. Donc, j'ai tendance à pas leur donner une vraie fenêtre de titre ouverte sur ce début de playoff. Et je vous pose une question, du coup. C'est ma question complémentaire, c'est que on a l'air tous les trois de voir les Suns en favori à l'Ouest. On est d'accord? Oui. Ok. Imaginons, il y a une série Nuggets Warriors. Vous la donnez à qui, honnêtement? Est-ce que vous donnez plus de 60% de chance aux Nuggets de l'emporter? Ça dépend de ce qui s'est passé avant. Parce que s'il y a une finale de conf Nuggets Warriors, je veux voir comment les Nuggets ont réussi à sortir les Suns. Forcément dans la difficulté, à mon avis. Et comment ont réussi les Warriors à arriver en finale de conf, parce que potentiellement en demi-finale de conf, ils peuvent tomber sur Memphis. Moi, j'attends de voir. Mais qui est pas évident pour eux. Qui est pas évident. Donc, moi, s'il y a une finale de conf Nuggets Warriors, ce sera pas aussi déséquilibré que l'an dernier. Non, pour moi, c'est un 50-50. Pour moi, ils sont dans le même tiers. Franchement, si on prend les équipes de l'Ouest, pour moi, les Suns sont dans leur tiers à eux. Alors, même si c'est très théorique, je pense qu'ils sont, personnellement, je les mets dans un tiers tout seul. Et après, il y a après, il y a Nuggets, Warriors. Et ensuite, c'est des autres tiers. Voilà, il y a 2 équipes dans le tiers. Je me dis, peut-être eux, ils peuvent sortir. J'aurais tendance à dire pareil. Moi, c'est juste, encore une fois, je vais reprendre les propos thomiens de la dernière fois. Les Warriors, c'est difficile de gagner 1, 2. Alors là, 3 séries sans avoir l'avantage du terrain, ça commence à faire beaucoup, en fait. Donc, c'est un élément qui sera à prendre en compte. Les gars, avançons. Et de toutes les séries que j'ai couvertes, Constant, à toi de me dire, c'est celle dans laquelle le classement des meilleurs joueurs était peut-être la plus difficile après le 1, qui est bien évidemment Nikola Jokic pour Constant et moi, Michael Porter Jr. pour Madiane. Après, du coup, ce classement, c'était là où c'était le plus difficile. Vous avez mis qui deuxième meilleur joueur de la série, les gars? J'ai mis Karl Anthony Towns, deuxième meilleur joueur de la série. Je suis d'accord. Madiane? Pour moi, c'est Karl Anthony Towns, mais très loin. Trop loin. Très loin du premier, du coup. Très loin du premier. En fait, il est dans un tiers avec le deuxième, le troisième, le quatrième, mais ils sont loin. Mais alors, les gars, je sais pas vous, mais Towns a connu une saison compliquée, les blessures, mais je trouve que son agressivité sur les play-in m'a vraiment surpris. Le play-in, je sais pas si c'est le pluriel ou le singulier. Il est super agressif et il fait 5 fautes en 20 minutes. C'est peut-être le problème. J'allais le dire effectivement, il fait beaucoup de fautes et ça rejoint ce côté frustration des Wolves en fait, parce que c'est quelque chose qu'on a parfois critiqué du côté de Karl Anthony Towns, mais s'il y a cette agressivité-là, face à la défense de Denver, on en parlera, pour moi c'est un point positif pour les Wolves. Mais c'est Karl Anthony Towns résumé, en fait. Tu dis que les Wolves sont frustrants, mais ça résume un peu la carrière de Karl Anthony Towns. Existe-t-il un joueur aussi talentueux que lui, tout en étant aussi frustrant dans la ligue actuellement? Je pose la question. Il y en a pas des masses, hein. J'essaye de chercher, là, des joueurs aussi frustrants. Parce que Karl Anthony Towns, moi, c'est Kevin Porter Jr. parce que je trouve qu'il est super talentueux, mais très frustrant parce que c'est un... Ah, mais il a pas le niveau des H20. Non, mais il a beaucoup de niveaux. Mais oui non,
Towns, il a un niveau stratosphérique. S'il joue au niveau de son talent, c'est un top 15 des H20. Enfin, même potentiellement, quand on compare, il peut monter un peu plus haut. S'il jouait avec son talent, s'il avait pas si émotionnellement il parvenait à se contrôler, ce qu'il n'arrive toujours pas à faire, j'ai l'impression, et c'est la problématique de Karl Anthony Towns, c'est ça qui frustre. Il faut regarder les trajectoires entre Nikola Jokic et Karl Anthony Towns, qui sont de la même cuvée de mémoire, parce que ils sont rookies en même temps, de mémoire, quasi de mémoire. Mais il me semble que c'est quasiment en même temps. Towns fait une première saison où il est impressionnant, hein. Clairement, on se dit waouh, c'est un diamant. Ils vont le polir, ça va être incroyable, etc. Et Jokic, on dit tiens, il est marrant celui-là, il a du potentiel, mais son plafond est pas loin. Et regardez où ils en sont aujourd'hui, c'est incroyable parce que vraiment, on m'aurait demandé de mettre des billets à l'époque. Ils sont sur Towns après leur première saison en NBA. Hein. Ils sont clairement pas sur Jokic. 1 an de différence à la draft, c'est la draft 2015, Towns. Mais du coup, les gars, on a répondu sur Towns. Qui est le 3e meilleur joueur de cette série, du coup? Parce que si on doit vraiment distribuer les points sur cette saison, pour moi, c'est Aaron Gordon, hein, si on doit distribuer les points sur cette saison. Non, pour moi, c'est Anthony Edwards. Quand même. Alors, défends-moi le point Anthony Edwards, Constant. Et pourtant, je suis pas fan d'Anthony Edwards, hein. Dieu sait que je l'ai critiqué. Hein. Mais pour moi, il a fait quand même des progrès, que ce soit au playmaking, que ce soit dans l'investissement défensif. Plus sur la fin de saison que sur le début de saison. Ouais, Aaron Gordon, il est très bien à côté de Nikola Jokic, mais si on me dit, Anthony Edwards est un meilleur joueur qu'Aaron Gordon. Ah, clairement. C'est pas forcément, Aaron Gordon sera peut-être plus valuable sur la série que Anthony Edwards. Et quand tu demandes les 3 meilleurs joueurs sur la série, je peux pas mettre Aaron Gordon devant Anthony Edwards. Oui, pour moi, il est 3e parce que cette saison, il a quand même franchi un step, il a été All-Star. J'ai toujours quand même quelques réserves sur sa sélection de tir, sur son efficacité que je trouve pas non plus qui pourrait être meilleur, mais il y a l'investissement défensif qui était un point. Toujours cette notion de frustration quand on parle des Wolves, mais qui était frustrant, l'investissement défensif de Edwards les précédentes années. Et en plus, il a augmenté au playmaking, il est bien meilleur dans ses lectures. Donc pour moi, c'est le 3e meilleur joueur de ces Wolves, enfin même de la série globalement. J'ai été peut-être un peu dur et j'ai pas respecté mes propres critères. C'est vrai que je pense qu'Aaron Gordon sera peut-être le 3e joueur le plus valuable, mais effectivement en termes de talent pur, tu m'as convaincu. Quelque chose à rajouter, Madiane, avant qu'on avance sur les match-ups? En fait, on met Edwards et ensuite j'ai un espèce de gloubi-goulba de joueurs où je me dis, Murray, Gordon, Gobert. En fait, je trouve que cette série est intéressante parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mais de vraiment bons joueurs. On a évoqué d'autres séries où il y a des joueurs qui jouent titulaires dans certaines équipes de play-off où ils seraient pas titulaires souvent ailleurs. Là, on a quand même une série un peu dense en termes de niveau de joueurs individuels et pas que chez les Nuggets. Et c'est ça qui est très surprenant, hein, c'est que les Wolves est un 8 qui a pas vraiment cliqué. Mais quand tu regardes individuellement qui ils ont, je trouve quand même qu'il y a de la qualité dans leur starting five qui est quand même, c'est de la très bonne qualité, hein, c'est des très bons joueurs. C'est là où cette équipe est un peu bizarre à analyser parce que c'est une équipe où potentiellement tu te dis que c'est pas un 8, mais parce qu'il y a des 8 beaucoup plus scandaleux au niveau du roster qu'eux. Mais dans les faits, quand tu les vois jouer, tu vois bien qu'il y a d'énormes limites. Du coup, les gars, entamons les match-up. Allez, Constant, je démarre souvent les match-up avec sur l'affichage de la salle de conf, la personne en haut à droite, je vais démarrer avec celle qui est en bas. Constant, le match-up clé pour toi de ce premier tour 1-8 entre les Nuggets et les Wolves? Ça va être Nikola Jokic, Rudy Gobert. Hein. Ça va être la match clé puisque de toute façon, si on regarde qu'est-ce qui fait de Denver, si on va chercher un petit peu dans les stats, qu'est-ce qui fait de Denver une très bonne attaque NBA? C'est les post-up, les transitions, les pick and roll en rollman, et les cuts. Voilà, donc c'est toute la palette offensive de Nikola Jokic globalement qui fait la qualité de ces Nuggets. Ils sont premiers à l'effectif field goal aussi,
mais les qualités offensives de Denver viennent des qualités de playmaking et des qualités en tant que joueur de Nikola Jokic. Donc la match-up, ça va pas être compliqué, ça va être comment tu essayes de limiter l'impact offensif que peut avoir Nikola Jokic sur cette équipe de Denver. Et bonne chance pour essayer de le limiter. Du coup, tu vas te retrouver tu vas devoir compter sur Rudy Gobert pour stopper Nikola Jokic. Je garantis pas les résultats, mais ça va être la match-up puisqu'ils vont pas mettre Towns parce que Towns avec sa problème de gestion de faute face à Jokic, ça va être trop compliqué. Et ensuite, ils ont pas d'intérieur puisque Nasrid est blessé. Donc voilà, ils vont mettre Rudy Gobert, ils vont devoir stick to it, ils vont devoir rester sur Gobert parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Même c'est leur meilleur défenseur point barre. Oui. C'est leur meilleur défenseur intérieur, donc il faut le mettre. Et je suis pas garanti déjà que pour Gobert ce soit la bonne match-up de jouer Nikola Jokic. On l'a vu dans la bulle, même si c'était des effectifs différents et que c'était des contextes différents, on a vu que Jokic a quand même bien su maîtriser sa série, notamment son Game 7 contre Gobert. Donc voilà, la match-up, c'est pas compliqué, ça va être comment, si t'es les Wolves, comment essayer de stopper l'impact offensif énorme qu'a Nikola Jokic sur cette équipe. Diane. Je vais défendre Rudy Gobert pour dire que ça va pas bien se passer pour lui cette série. On va pas se mentir, mais c'est pas sur ça que je dois le juger parce qu'en fait je pense pas là où tu maximises ses qualités si tu le fous sur Jokic, mais t'es obligé de le faire. Gobert est un défenseur plutôt intelligent qui arrive plutôt à bien arrêter les drives adverses, contester des tirs d'extérieur qui viennent rentrer dans la raquette, il leur force à changer les trajectoires de shoot, sur des pick and roll, etc. il arrive bien, mais il a une faiblesse, c'est forcément en 1 contre 1 au poste, que ce soit Jokic ou Embiid, c'est sa limite, ça va être dur, ça va être terrible pour lui même par moment, je pense qu'on aura 1 ou 2 séquences embarrassantes pour lui, mais en fait c'est ça qui me fait extrêmement peur, c'est que ce match-up, on me dit oui, Gobert est un bon défenseur. C'est pas un bon défenseur pour Nikola Jokic. C'est un bon défenseur pour plein d'autres choses, mais pas pour Nikola Jokic et pas pour Joel Embiid. C'est pas ça sa qualité. Et ça me fait extrêmement peur pour lui cette série. C'est vraiment et le pire dans tout ça, c'est que s'il prend des fautes et qu'il faut envoyer Towns, ça va être encore pire. Donc là, faut prier et je suis pas loin de penser que ce soit Gobert ou Towns, il vaudrait peut-être mieux avoir une alternance pour éviter ce problème de faute sur Jokic, parce que je pense que si on envoie Rudy Gobert au charbon tout le long de la série, on va avoir des moments où on devra se passer de lui. Et en plus, je trouve que c'est vraiment pas lui rendre service que de le laisser là en train de devoir gérer Jokic pendant toute la série. Je pense que c'est ce qu'ils feront, mais que c'est pas forcément la meilleure idée du monde parce que c'est pas là où tu maximises ses qualités et ça a posé d'autres problèmes, notamment avec les attaques, notamment d'un Jamal Murray ou d'un Aaron Gordon qui vont pouvoir attaquer le cercle plus facilement. Surtout ce qui est inquiétant avec pour vis-à-vis de Rudy Gobert, c'est que Denver, c'est l'équipe qui drive le moins de toute la ligue. Donc il va même pas pouvoir être dissuasif sur les lignes de drive parce que c'est une équipe qui ne drive pas. C'est la 5e équipe en pourcentage de points qui marque le plus le plus gros pourcentage de ses points dans la raquette, mais c'est une équipe qui drive peu, donc ça va être très compliqué et tu ne vas pas te dire je vais venir doubler ou je vais venir blitzer ou je vais venir trapper sur Nikola Jokic parce que dans ce cas-là, tu laisses Jokic attaquer à 4 contre 3 et à lire le jeu en attaque à 4 contre 3. Donc là, pour le coup, t'es encore plus fichu. Donc voilà, ça va être... Et les qualités des joueurs des Nuggets feront qu'ils seront sanctionnés, mais puissance 10 000 par ce parti pris. Oui, donc c'est une problématique qui se pose à d'autres équipes, pas qu'aux Wolves, comment défendre Nikola Jokic, mais là pour le coup, t'as quand même 2 intérieurs et t'en as pas un seul qui est capable de faire vraiment un taf de serait-ce que de limiter Nikola Jokic. Après, je vous trouve dur, les gars, parce qu'il y a personne qui fait un taf pour limiter Jokic. En fait, mais c'est horrible, hein. C'est pour ça, c'est horrible. En fait, et surtout, moi, je le dis, ça ne sert à rien de dire que Gobert est un meilleur défenseur après cette série parce que ça a mal se passer, parce qu'en fait, c'est pas possible, en fait.
Si on lui demande un truc qui est impossible à faire. Moi, là où justement c'est une équipe qui drive peu les Nuggets, moi je pense que peut-être que ça va être le cas sur cette série. Pourquoi ? Parce que c'est là où tu peux sanctionner des Wolves avec un Jokic qui est quand même aussi capable de s'écarter et du coup Gobert sera obligé de le suivre. Et du coup dans ce cas-là, la force dissuasive sous le panier, elle est inexistante côté Wolves si Gobert est pas dans la raquette. Si tu réussis à l'écarter de la raquette, bah là derrière, je pense quand même qu'il y a moyen d'avoir des bons drives. Le problème de cette équipe en plus des Nuggets, c'est que t'as quand même des sacrés shooters. C'est pas des mauvais shooters. T'as 2 shooters à plus de 40%. KCP a shooté à plus de 40% cette saison. Michael Porter Jr. est pareil. Il a shooté à plus de 40% cette saison. Jamal Murray est pas loin des 40%. Il y a 3 shooters à plus de 4 sur 10 à 40% à 3 points. C'est énorme en fait. Et un Aaron Gordon qui a un peu plus le streaky, il doit être à 35%. C'est horrible en fait comme match-up parce que tu es obligé de les surveiller aussi. Et ça va être très compliqué. Hein. C'est là où je suis plus inquiet, moi, les gars. C'est vraiment sur la discipline des Wolves. Parce que les Wolves, statistiquement, et même visuellement, enfin, l'apport de Gobert aussi, vous l'avez dit, hein, de protéger le cercle, même si les Nuggets drive peu, il y aura moins cet accès au cercle et il va compliquer, il n'arrêtera pas Jokic. In fine, personne ne peut le faire. Il va compliquer la vie de certains intérieurs en face. La vraie question, c'est la discipline que vont réussir à mettre en place ces Wolves sur le shoot à 3 points. Il faut pas qu'ils dorment. Et mon gros problème, c'est que les Wolves, les voir dormir, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez récurrente. Alors maintenant, il y a l'expérience d'un Mike Conley, certes, mais je suis très inquiet, notamment avec la qualité de passe de Jokic au poste. Les Wolves sont autant je l'ai dit, sont des bons défenseurs dans le cercle, sont dans la mauvaise partie du tableau en ce qui est de la défense à 3 points, en particulier les 3 points qui sont pas dans le corner. Et c'est quelque chose que Denver peut faire. Donc c'est là où moi j'ai très peur en fait. C'est vraiment sur plutôt que voir une série où Jokic tourne à 35-15, de voir une série où Jokic trouve à 25-15. Mais les 15 ce sont des passes en fait. Je suis très inquiet là-dessus. Et parlons peut-être aussi les gars de la perte récente de profondeur des Wolves en fait. Entre Nasri, je te vois acquiescer, Constant. Tu perds Nasri, tu perds. Alors, la blessure de McDaniel sur l'échelon des blessures débiles, on est quand même sur une espèce de gold standard. Donc, ces joueurs-là auraient été utiles dans cette discipline défensive. Tu les as pu. Moi, ça m'inquiète vraiment. Ouais, alors après, sur le tir à 3 points, il faut quand même préciser que les Wolves sont l'équipe qui laisse le moins de 3 points ouverts de toute la ligue. C'est une équipe qui sait quand même ne pas laisser des tirs grands ouverts ou ouverts à ses adversaires. Ils sont premiers dans les tight coverage, donc les couvertures serrées. Après oui, leur manque de profondeur, c'est vraiment des blessures bêtes. Même si sur cette série, l'absence de Jaden McDaniel, elle est pas aussi pénalisante qu'elle aurait pu être si t'avais joué, je sais pas, si t'avais joué les Clippers, les Lakers, si t'avais joué les Suns avec vraiment un ailier dominant. Là, pour le coup, c'est plus un intérieur dominant. Et les ailiers, n'en déplaise à Madiane, Michael Porter Jr. n'est pas un ailier dominant. Voilà. Il faut avoir joué, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Mais non, mais leur perte de profondeur leur fait mal parce que déjà, backup pivot, ils ont pas de backup pivot. C'est la problématique. Déjà que Nasrid, c'est un pivot, mais un pivot un peu undersize. C'est un pivot de la NBA de 2023, on va dire. Donc voilà, ils perdent de la profondeur. Il faut voir qui ils vont faire starter sur les zones parce que c'est une vraie problématique. Qui tu fais débuter? On a vu que pour le play-in, Tim Connelly, parce que c'est pas Chris Finch, c'est Tim Connelly a eu la merveilleuse idée de faire débuter Nickeil Alexander-Walker. Je pense pas qu'ils vont faire ça contre Denver parce que Nickeil Alexander-Walker n'a pas de cousin à Denver dans l'équipe des Nuggets, donc ils vont pas le faire starter. Donc ils vont mettre, je pense qu'ils vont mettre du Kyle Anderson. Qui a fait une très bonne saison pour eux. Pour le coup, ça a peut-être été le joueur le plus régulier, mais il manque de profondeur. Après, de l'autre côté, si on retourne le problème dans l'autre sens, la profondeur de Denver, ah oui, c'est plus les grandes années. Hein. Ah non, ils ont au-delà du 5, c'est justement ce dont je me suis rendu compte, c'est que typiquement, je disais, ils avaient 3 shooters pas loin des 40%. Après, il y a Jokic et le chaos, hein. C'est compliqué, hein, leur rotation aux Nuggets. C'est d'ailleurs des rotations
un peu indigne, hein, je pense, pour un numéro 1 de l'Ouest. Quand on pense il y a quelques années ce que signifiait être numéro 1 de l'Ouest, là, waouh, Même les gars, c'est quand on compliqué. pense au banc de Denver, il y a 3 ans, quand ils se font sortir par Portland en 2019, ils avaient un vrai banc avec du Monte-Morris, etc., etc. Mm. Là, ils donnent des minutes à un rookie en étant premier de leur conf. est-ce que, alors, on va peut-être avancer sur le match-up, mais faisons aussi les clés de la série, les objectifs. Est-ce que c'est pas aussi ça l'objectif de Denver sur cette série, c'est trouver la rotation pour McMahon, parce que effectivement, t'entames les playoffs avec un 5 très fort. Après, c'est une stratégie de Malone de pas mettre, de jouer de cette manière-là en saison régulière. Cette série-là peut servir de variable d'ajustement pour trouver le meilleur 8, je dirais. Parce que même moi, aller jusqu'à 8, Pas facile, hein. je le critique souvent, mais je pense que tu peux donner des minutes à Jeff Green, parce que ça reste un vétéran, etc. Ça limite la casse, mais donner des minutes à un rookie en playoff sur des séries peut-être qu'on imagine contre des équipes comme peut-être les Suns, peut-être les Warriors, les Bucks, les Celtics, ça me paraît un peu lunaire, quoi. Oui, mais le but de la série, ça va être, en fait, ça va être plutôt un jeu de qui est-ce. Tu enlèves les gars de ta rotation petit à petit pour finalement en garder 2 ou 3. Mais ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile parce que pour le coup, backup meneur. Bah, qui est le backup meneur de cette équipe? Ish Smith. Voilà. Donc on va arrêter enfin, on parle d'un premier de conférence. On parle d'un premier de la conférence Ouest à qui on a du mal à trouver 3 joueurs qui peuvent sortir du banc. C'est quand même dramatique. Et ça montre que cette équipe a des faiblesses. C'est que vraiment, si un joueur de ton 5 majeur passe à travers sur un match, tu n'as quasiment aucune alternative à lui proposer pour le remplacer. Ou même s'il a des fautes, etc. Ou même, on leur souhaite pas, mais s'il y a potentiellement une blessure, tu n'as aucune alternative à proposer. Sur les ailes, t'es un peu plus loti, mais backup meneur, backup pivot, rien. Sans avoir, tu vois, parce que certains pourraient rétorquer que les Suns ont ce même problème-là, sans avoir la puissance de feu ultime, Sans en fait. avoir le star talent. C'est ça, c'est là où l'équivalence est un peu difficile, et effectivement, c'est pour ça que moi je pouvais pas les mettre dans le tiers au-dessus, les gars. Ils sont à une blessure d'un role player, je parle pas d'une star, d'un role player, d'être vraiment en difficulté. Donc c'est pour ça, pour une des clés de cette série, pour eux, je pense que c'est vraiment ça. Du côté des Wolves, les gars, si on se concentre, je pense qu'une des clés de cette série, ça va être déjà de gagner en maturité. Alors c'est vraiment c'est des poncifs, mais gagner en maturité, de trouver peut-être la bonne, sans avoir l'espoir d'aller aussi loin que les Nuggets, hein, parce que clairement on se dirige vers un pronostic Nuggets. Trouver peut-être les bonnes formules, trouver sur des minutes de compétition très élevées comment faire pour battre ces Nuggets, parce que concrètement dans le projet des Wolves, qui est pas que sur cette année mais sur plusieurs années, les Nuggets sont une équipe contre laquelle tu vas devoir jouer. Ils sont dans ton division et tu pourrais les rencontrer plusieurs fois en playoff. Donc la problématique Jokic pourrait se poser. Donc c'est aussi une clé pour eux, c'est de trouver ça et aussi d'avoir, et moi c'est plutôt personnel, d'avoir un Karl Anthony Towns dans le même état d'esprit que ce qu'on a vu au play-in pendant toute une série, en fait, avec cette agressivité-là. Ouais. Sans les 5 fautes. Ouais, c'est un peu ça où le bas blesse. C'est-à-dire que moi, tu me laisses Karl Anthony Towns pendant les 3 premiers cartons face aux Lakers, je te dis waouh, c'est incroyable, il est impliqué, il veut bien faire, etc. Et puis patatras quoi, il sort il sort du match quoi. Donc c'est ça qui est compliqué avec ce joueur. Moi, je pense que l'objectif pour moi pour les Wolves, c'est de pas passer pour des idiots. Parce que non, mais vraiment, hein, parce que je pense qu'il y a danger. Je pense qu'il y a danger face à cette équipe des Nuggets de vraiment prendre des énormes éclats. Parce que si tu n'arrives pas à trouver une stabilité défensive vite, ça peut aller très vite, comme dit. Ok, il y a des problèmes de banc, etc. Mais les Nuggets ont la puissance offensive pour leur faire très mal et il faut qu'ils trouvent un équilibre pour gérer au mieux les problèmes que leur pose leur roster de Denver et notamment Nikola Jokic. Et il va falloir vite trouver. Et moi, je pense que c'est l'objectif numéro 1, c'est réussir à trouver une stabilité défensive avant tout. Parce que si tu ne l'as pas,
ça va être très dur de prendre des matchs. Il faut vraiment très vite réussir à trouver un équilibre, bien bosser les rotations sur les ressorties de balles, parce que la balle va forcément ressortir à un moment. Ça ne va pas être que du Jokic ball. Et là, il faut bien bosser les rotations pour limiter la casse. Bosser aussi sur les aides qu'il faudra fournir et voir à quel point on pourra aussi par moment quand même essayer de gêner au mieux, si tu bosses bien tes rotations, Jokic en le doublant dans des cas très précis, pas tout le temps, parce que tout le temps c'est très dangereux, mais identifier les cas précis dans lesquels doubler Jokic avec les bonnes rotations sur les sorties, sur les shooters, tu peux réussir à limiter la casse défensivement. Mais il y a du travail et ils se sont qualifiés hier. C'est ça qui me rend très pessimiste sur cette série. C'est que tu t'es qualifié hier et t'as pas le temps de préparer tout ça. Madiane, je te lance juste, Madiane. Donc c'est 4-0 pour toi. Après, avant de te lancer, Constant. Ouais, c'est 4-0 pour moi. Je joue la grosse cote, je joue le 4-0. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer convenablement cette match-up qui est très difficile à gérer et que du coup, ils vont devoir apprendre pendant la série, mais que le temps que tu apprennes dans la série, il se peut qu'il y ait déjà 3-0. Constant, tu partirais sur quoi et pourquoi? Tiens, je te laisse le temps d'expliquer. Moi, je pars sur 4-1 et limite tendance 4-2. Hein. On sous-estime trop le fait que cette équipe des Wolves tourne à l'ego et que cette équipe des Wolves est capable... La défense des Nuggets, c'est tellement friable. Déjà, il y a un match au Target Center. Je vois pas les Wolves ne pas prendre au moins un match au Target Center. Et en plus, on parlait du fait que effectivement les Wolves se sont qualifiés cette nuit, mais les Nuggets ont connu leur adversaire que cette nuit aussi. Alors, c'est différent dans l'approche parce qu'ils sont quand même bien mieux lotis que les Wolves, mais on en revient à ce que j'ai dit précédemment quand on a parlé de la série entre Milwaukee et Miami. Les Nuggets n'ont pas joué depuis une semaine. Les Wolves viennent d'enchaîner. Alors les Wolves sont particulièrement cramés, me donne l'impression d'être particulièrement carbone, notamment à la fin de match face aux Lakers. Mais faut pas sous-estimer une équipe en rythme sur le Game 1. Donc voilà, moi je mets 4-1. L'objectif pour moi de ces Wolves, ça va être ne pas commettre les mêmes erreurs que tu as commises contre Memphis, qui pour moi l'an dernier est une série que tu dois gagner parce que tu es meilleur au global que ton adversaire et où tu perds parce que tu fais n'importe quoi sur des séquences de quart-temps ou sur des séquences de plusieurs minutes. Là, ils auront peut-être pas l'occasion justement de se retrouver face à ce genre d'opportunité face à Denver, mais je les vois pas se faire sweeper parce que c'est une équipe à l'ego, parce que la défense de Denver est trop friable. Donc voilà, je mets 4-1. Voilà, pas surpris si ça fait pas tant surpris que ça si ça fait 4-2, mais pour moi le 4-1 me semble logique. Les Wolves en prennent un au Target Center et puis après c'est ciao. Puis, tu as parlé de la fin de saison des Nuggets. Constant, c'est aussi une équipe qui a beaucoup géré sa fin de saison, ce qui avait pas, à l'image des, il y avait moins de batailles pour les seedings, comme on a pu le dire pour d'autres équipes. Donc, en fait, Mike Malone a beaucoup géré ses rotations et la théorie de la perte de rythme, c'est peut-être la seule série où moi je vais vraiment y croire, sur une espèce de, des Wolves qui prennent feu sur un match 1, même si, je m'excuse, aller jouer à Denver, altitude, etc., alors que t'as pas de repos, c'est quand même, c'est assez compliqué. Moi, je suis du côté de Constant, je suis vraiment pas serein avec cette équipe de Nuggets, en fait. Et les Wolves me font beaucoup penser, tu parlais de l'ego, pour moi, ce sont les Hawks ce sont en moins talentueux, peut-être. Et encore, il y a des bas. En plus talentueux. Non, c'est talentueux. Ah, mais je parlais des Hawks. Je parlais des Hawks moins talentueux. Ah, ok, oui. En moins talentueux, du côté des Hawks, ils me font vraiment penser à ce genre d'équipe à l'ego. Et effectivement, c'est pour ça que je donne pas de sweep pour les Hawks, par exemple. C'est à peu près pour la même raison. Même si, comparativement, je pense que l'équipe en face est plus forte. Donc, j'en donne un, mais je sais pas si la tendance, c'est pas, moi, je suis vraiment 4-1 milieu, hein. C'est-à-dire que pour moi, ça finit à 4-1. Et je suis vraiment impatient de voir Jamal Murray. On n'a pas vraiment évoqué son nom, mais Jamal Murray, effectivement, il y a beaucoup, c'est un joueur, dès qu'on évoque son nom, il y a d'un côté ceux qui vont rappeler sa fabuleuse campagne de play-off dans la bulle. Et effectivement, il y avait une campagne de play-off précédente qui était plus qu'encourageante, qui était très bonne. Mais maintenant, il faut pour les espoirs de titre de Denver, j'entendais un journaliste de Denver, Matt Moore, qui expliquait que si Jokic est meilleur que tous les joueurs qu'il affronte en play-off, ils gagneront. Je suis pas d'accord avec ça pour moi. Si Jamal Murray est le 3e meilleur joueur de toutes les séries, ou s'en approche, ils peuvent espérer gagner le titre. C'est là où se mettra
la barre et ça sera très compliqué peut-être dès le tour prochain. Les gars, quelque chose à rajouter? Le dernier point, c'est que l'avantage qu'ils se sont procurés en étant premiers à l'Ouest, c'est que va falloir forcément aller gagner chez eux. Ce qui est vraiment jamais une masse à faire, surtout avec la fatigue et les enchaînements de matchs. Donc aller gagner en altitude là-bas, c'est un point qui les avantagera indéniablement tout le long des séries et du coup c'est peut-être là où ils pourraient tirer leur épingle du jeu si ça se passe bien. Sauf peut-être. Vas-y, Constant, vas-y. Non, pas grand-chose à ajouter. Pour moi, le titre de Denver passe par un niveau de Jamal Murray très élevé. Sans ça, tu n'as aucune chance. Déjà, même de base, si tu n'as pas un guard, pas dominant, mais si tu n'as pas un guard qui joue à un niveau très élevé, pour moi, tu as très peu de chances finalement de remporter le titre. Donc voilà, ça passera par Jamal Murray. Effectivement, ils auront l'avantage de l'altitude, mais ils ont quand même, sans trop se projeter sur d'éventuelles autres séries, ils ont quand même beaucoup plus de lacunes que pas mal d'autres équipes, et voire même que des équipes de leur propre conférence. Puis l'altitude à voir sur des séries où, comment dire, pour moi, ça va peser parce que les Wolves sortent d'une série où ils ont très peu de repos et ils enchaînent directement, mais parce que l'altitude de Denver est aussi un point négatif parce que parfois les équipes les jouent en fin de road trip, ils sont complètement carbonisés et tu vas aller jouer à Denver et c'est une défaite assurée en fait. Mais là, sur des séries où, typiquement, je sais pas si on les projette sur des finales de conf, des finales NBA, peut-être où il y aura plus d'écart entre les matchs, l'altitude, je sais pas si ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut vraiment détruire au niveau des équipes adverses sur des fins de road trip, sur des back-to-back, je sais pas si elle aura le même impact avec des séries plus longues. Les gars, c'est la série peut-être sur laquelle on a passé presque le plus de temps, alors que c'est pas forcément la plus intéressante, parce qu'on a beaucoup divagué. Je pense que c'est c'est une de celles que je regarde en priorité. Ah, pas moi. Alors moi, je vais être complètement honnête. Pas moi. Pas moi. Bon, alors très honnêtement, les 3 autres séries à l'Ouest me hype, mais alors celle-là, je pense il y a 3 séries à l'Est, 1-8, 2-7, 3-6. Ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas ce que je vais regarder en priorité. Et je pense que la 4e série la plus inintéressante, en tout cas celle qui me hype le moins, c'est celle-ci. Ouais. Je suis d'accord. Moi j'ai une curiosité peut-être morbide alors, mais j'ai une curiosité. Et je précise, du coup, tout le monde va dire, mais tu as pas arrêté d'harceler les gens pour annoncer un sweep, tu l'as pas annoncé. Rétroactivement, le sweep pour moi, c'est le Philadelphie-Brooklyn en fait. Plus j'ai présenté 5 séries, Brooklyn est la plus faible équipe que j'ai dû analyser de loin. Elle est pas à sa place, Brooklyn, c'est ça qui est trompe-l'œil. Moi, le sweep, c'est Atlanta. Voilà. Il faut pronostiquer un sweep à Atlanta. Clint Capella, moins 17 de net rating contre Boston cette saison. Dejounte Murray, moins 21. 2 de tes droits plus gros temps de jeu. Allez hop, bon courage. Et ben comme ça, c'est réglé. Les gars, on l'a fait. Les 8 previews ont été conclus en un temps record, ont été publiés, espérons, parce qu'on dit ça avant de les publier, ont été publiés à temps avant le début des séries. Ça a été très éreintant, donc je vais d'abord dire bravo les gars, à toute l'équipe. Je dis bravo. Alors, il faut que je fasse par ordre alphabétique, autrement les gens vont me détester. Je vais dire bravo à Adrien, Amine, Constant, moi. Je peux pas me dire merci à moi. Adrien, Amine, Constant, Gabin qui a pas pu être présent, Madiane et Tom. J'ai oublié personne dans l'ordre alphabétique. Dites-moi que j'ai oublié personne, les gars. Non, t'as oublié personne. Voilà, je suis concentré vraiment pour faire ça. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si un auditeur fou a écouté toutes les previews parce que ça fait quand même 4 heures de contenu quand même sur les previews NBA, mais si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous le dire. Donc ça a été très éreintant les gars, et pourtant il n'y a pas de pause parce qu'à l'heure où on enregistre, dans 3 heures les playoffs débutent. Donc on va enchaîner directement. Constant, au plus grand malheur de tes heures de sommeil, ça n'existe plus maintenant. Que les gens soient au courant, parce que bon là j'ai une mine de zombies, mais que les gens soient... Déjà je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup et qui a des problèmes de sommeil, mais là dites-vous, sur les 48 dernières heures, j'ai dormi 2h30. Et pour vous dire, on arrive en play-off, je suis claqué, les play-offs n'ont même pas débuté, donc je vous raconte même pas ce que ça va être au niveau de mon sommeil. Ouais, là, ça va être très compliqué. En tout cas, on vous souhaite de très bons
playoffs. Ils auront assurément commencé au moment où vous écouterez ça. Ou alors peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir les premiers matchs. En tout cas, profitez des playoffs. C'est vraiment la saison. Là, je sens que le niveau d'excitation, je le vois même dans notre conversation, la manière dont on prépare, etc. Là, il y a un niveau supplémentaire d'excitation qui a été atteint. Donc, on se prépare. On se retrouve très vite. Espérons pour certaines équipes qu'on ne se retrouve pas trop vite. Pour certaines équipes. Il y en a une ou deux. Le post-mortem va vite arriver. Malheureusement. Et cette saison, il y a vraiment certains post-mortem qui pourraient être très, très intéressants. Je sais pas, on peut penser aux Clippers, par exemple, etc. On peut penser à la même équipe, c'est bizarre, ça, Ben. On peut penser aux Clippers ou surtout aux Clippers. Moi, c'est directement à eux, à qui je pense. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite de très bons playoffs et puis on se retrouve très vite. Salut! Tchuss! Salut!